Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du mercredi 21 novembre. L'actualité au bois ce soir, c'est l'engagement d'une 4e commune en faveur des enfants. Sainte-Savine, elle a signé ce matin une charte avec l'UNICEF après Troyes, Romilly et Saint-André-les-Vergers. La commune savinienne veut promouvoir les droits de l'enfant. Une série d'animations a lieu cette semaine. Reportage dans un instant. Vous n'y comprenez pas grand-chose aux moyens modernes pour économiser de l'énergie à la maison. Alors cette invitation témoin est pour vous jusqu'à la fin du mois devant le Stade de l'Aube. Elle vous livre ses secrets pour trouver des astuces. Son concepteur, le journaliste Michel Chevalet, nous dira comment s'y prendre. Reportage à suivre. Et puis un projet de refuge pour les reptiles dans l'Aube. Ne riez pas, la passion pour les nouveaux animaux de compagnie ne fait que commencer, mais ils sont eux aussi victimes d'abandon. Une association s'est créée en juillet dernier dans l'Aube pour s'en occuper. Elle cherche encore un local pour accueillir grenouilles, serpents ou autres lézards. Mais on commence par une vente à caractère symbolique qui devrait être signée sous peu, celle de l'ancien siège historique de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, 10 place Audifred à Troyes. Construit au XVIIIe siècle, il a abrité cette instance départementale pendant 100 ans, jusqu'en juin 2011. Aujourd'hui, un promoteur parisien spécialisé et reconnu dans l'acquisition de bâtiments historiques vient de trouver un accord avec la CCI. Même si le prix n'est pas dévoilé, la vente du bâtiment de 1300 mètres carrés était fixée à 2,5 millions d'euros. L'acquéreur compte en faire des logements haut de gamme, 6 ou 8 vendus avant travaux. Patrice Panon, c'est son nom, a accordé une interview exclusive sur le sujet à Canal 32 il y a quelques instants. Ma proposition a été acceptée et maintenant c'est dans les mains des notaires. Ça a été voté par le conseil de la Chambre, par la Chambre de commerce, si vous voulez. Donc maintenant c'est bon. Ce qui m'a séduit, c'est la qualité de la construction. Moi c'est mon métier. C'était un hôtel particulier à usage d'habitation et il va le redevenir, sauf qu'au lieu d'avoir un seul propriétaire, il y en aura quelques-uns, plusieurs. Il faut qu'on fasse en effet un découpage intelligent et qui est respectueux de l'immeuble et ensuite le faire valider par la DRAC, les services fiscaux, etc. Ça prend quelques mois. Après, il faut vendre aux gens. À mon avis, les gens du coin, ça devrait leur plaire parce que c'est un peu mythique comme endroit. Enfin, c'est un bel emplacement. Voilà, moi j'imagine qu'il y a des gens dans le coin qui s'intéresseront. Après, il faut trouver des prix équilibrés. Donc, il faut faire le programme de travaux, évaluer les travaux et voilà, et doser tout ça pour être dans un prix. Ce sera un prix qui ne sera pas un prix de marché parce que les dépenses de travaux sont déductibles des revenus, ce qui est intéressant pour les gros revenus. Donc, mais on arrivera à quelque chose de... Voilà, c'est un peu notre métier. Je pense qu'il y a une demande pour habiter dans un bel hôtel particulier, en plein centre, oui, absolument. Et la CCI nous a confirmé ce soir que le processus de vente était bien engagé avec cet investisseur Patrice Panon. Le compromis doit être signé prochainement. Sainte-Savine rejoint donc officiellement le réseau Ville Amis des enfants de l'UNICEF. La signature officielle a eu lieu ce matin dans la Maison pour tous. Cette reconnaissance de l'implication de la municipalité en faveur des plus jeunes lui permet de rejoindre les 229 autres communes françaises qui se mobilisent au quotidien en faveur des enfants et 3 autres communes auboises. Une distinction qui intervient dans le cadre de la Semaine internationale des droits de l'enfant. Alors à quoi ça sert? Réponse avec Cyril Tavernet et Martial Roche. Par cette signature, Sainte-Savine rejoint officiellement le réseau UNICEF des villes amies des enfants. Un réseau de 229 collectivités reconnues pour leurs actions en faveur des droits de l'enfant. Pour la ville, c'est une reconnaissance d'un travail sur le long terme. Je crois qu'on est la 4e ville auboise reconnue par l'UNICEF et pour nous c'est une vraie fierté. C'est sûr que c'est un instant symbolique, mais voilà, qui concrétise le résultat de multiples actions. Quand on est Ville Amie des enfants, on continue des actions dans les différentes structures et puis on peut également échanger avec d'autres Villes Amies des enfants et d'autres communes. Pour l'occasion et pendant la Semaine internationale des droits de l'enfant, la Maison pour tous de Sainte-Savine accueille une exposition, manière de rappeler ce que sont ces droits et aussi que beaucoup d'enfants dans le monde n'y ont pas accès. Une dizaine d'enfants handicapés de l'Institut Chanteloup ont d'ailleurs participé à leur manière à l'exposition. Alors nous avons créé tous ensemble, on s'est manifesté pour construire un livre sur les droits de l'enfant pour justement se battre parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien du tout, qui n'ont même pas d'abri. On a abordé
les violences sexuelles, le travail des enfants, l'importance d'aller à l'école, l'importance de rire, de rêver, voilà, des choses qui pour nous peuvent paraître évidentes, mais qui dans d'autres pays sont bafouées. Après Romilly, Saint-André-les-Vergers et Troyes, Sainte-Savine ajoute donc son nom à la liste des amis des enfants. La prochaine candidate pour le département pourrait être la Chapelle-Saint-Luc. À Saint-André-les-Vergers, vers 15h et cet après-midi, une fuite de gaz dans une canalisation d'un immeuble du quartier de Mogou a nécessité l'évacuation de 25 personnes. Le tuyau d'arrivée de gaz cours Pablo Picasso a été perforé, semble-t-il, par un engin de chantier. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour sécuriser le secteur et éviter une éventuelle explosion due au gaz. Tout est rentré dans l'ordre grâce aux équipes de GDF en fin d'après-midi. Les habitants ont pu regagner leur habitation vers 17h. Vous l'avez peut-être vu en vous rendant au Stade de l'Aube ces derniers jours. C'est une sorte de maison témoin pour expliquer concrètement les méthodes d'isolation de son habitation, extérieure ou intérieure. Le concept d'écologie domestique a été conçu par un journaliste scientifique bien connu pour ses talents de vulgarisation, Michel Chevalet. Un outil réalisé à la demande de Jean-Louis Borloo pour le Grenelle de l'environnement il y a quelques années. Visite des lieux avec Christian Viard. Face au Stade de l'Aube, la visite guidée de la Maison pour Agir est menée par son concepteur, l'ingénieur et journaliste scientifique Michel Chevalet. Donnez toujours un ordre de grandeur aux gens. Où vont-ils? Donc ils prennent leur maison, ils ont 14 questions, toc 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 toc, vous le ferez. Et puis on leur dit, généralement vous voyez que nos maisons, on est plutôt dans les EF, à peu près. Cette maison mobile a pour but de vulgariser les solutions pour des économies d'énergie. C'est la troisième imaginée par Michel Chevalet, suite au Grenelle de l'environnement. À la fin du Grenelle de l'environnement, Jean-Louis Borloo me demande de réfléchir à un nouvel outil de communication, de vulgarisation, non pas de la fusée Ariane comme je fais ou des navettes, mais de vulgariser les techniques que l'on va faire dans le bâtiment qu'on va employer. C'était il y a 4 ans. En 2012-2013, c'est-à-dire la nouvelle norme bâtiment basse consommation, la norme BBC. Michel Chevalet est allé très loin dans son apport sur ce projet, puisqu'il a lui-même conçu des outils pédagogiques. Ce que c'est qu'une pompe à chaleur. Alors on voit tout, je voudrais dire, et pour reprendre une formule, tout et son contraire. J'ai dit, je vais faire une maquette. Alors on me dit, une petite pompe à chaleur, c'est bien français, ça ne marchera jamais. Ah non, ben voilà, on voilà une qui fonctionne. Vous voyez avec quoi elle était constituée? Un groupe de réfrigérateurs, un groupe TQM sèche, un échangeur d'un radiateur, un échangeur à plaque qui est dans votre chauffe-eau, puis un petit aquarium, et je prends des calories dans l'air à 21 degrés, et je les transmets à l'eau à 45, là elle s'est arrêtée, elle est régulée à 45. Dans cette maison de 80 mètres carrés, une succession de panneaux et d'indications permettent d'évaluer les performances de chacune des solutions. Ici, dans la chambre à coucher, c'est la gestion de l'énergie. Avec un radiateur électrique intelligent, je gagne 45%. Et puis, surtout, on attire l'attention. Attention aux appareils en veille. Ils vont représenter 10% de leur consommation. Les gens, quand ils ressortiront de cette visite, je veux qu'ils aient des clés pour comprendre. Ce projet a été réalisé en partenariat avec des industriels et des entreprises avides de promotion de ces nouvelles solutions, notamment pour le chauffage. Aujourd'hui, on est passé de chaudières gaz, fioul traditionnels, voire de radiateurs électriques, à des produits, des technologies beaucoup plus avancées, avec un coût, il faut le reconnaître, peut-être légèrement supérieur, mais avec un retour sur investissement aussi très important. Donc effectivement, il faut éduquer les professionnels, mais il faut aussi éduquer effectivement les particuliers et leur apporter tous les éléments de réponse au cas par cas par rapport à leur maison. Cet habitat éducatif se consacre au marché de la rénovation. Il est visitable gratuitement jusqu'au 28 novembre. C'est une passion étonnante pour des animaux pas comme les autres, la passion pour des reptiles et des amphibiens. Le club champenois de terrariophilie a créé son association en juillet dernier avec 2 ambitions, protéger les serpents, lézards et autres mini-grenouilles et recueillir les spécimens abandonnés. Seulement pour accueillir ces nouveaux animaux de compagnie, les NAC, il faut un local adapté. C'est aussi l'appel que lancent les membres du club au bois. Aurélie Juigné n'est pas atteinte d'herpétophobie. Elle n'a donc pas eu peur d'approcher ses protégés. Regardez. Dans cette boîte à chat, un animal qui peut chasser et manger des souris, mais qui ne fait pas trop de câlins. Cette poignée d'amis est unie par une passion commune, la terrariophilie, c'est-à-dire qu'ils aiment et possèdent des animaux en terrarium, comme des reptiles ou des amphibiens. David a chez lui des petites grenouilles colorées, appelées dendromates, et des lézards. Des coups de cœur assez difficiles à expliquer. C'est une passion, tomber amoureux, c'est assez sympathique, je dirais à la limite, d'avoir ces petits... cadres, ces microclimats, on va dire, qui sont organisés, c'est-à-dire des plantes, des grenouilles qui sautent un petit peu partout, des couleurs assez vivifiantes. Je
comparerais ça un petit peu comme ceux qui ont des aquariums, parce que ce sont des animaux qu'on manipule pas. Ce sont des animaux qui sont très fragiles au niveau de la peau, etc. Donc c'est juste, je dirais, pour le cadre très zen, très détente et très agréable de voir évoluer des petites bêtes qu'on n'a pas chez nous. Ces couleuvres viennent d'Amérique, elles ont aussi leurs caractéristiques. Dans la nature, ce serpent est ophiophage. Il mange d'autres serpents, notamment il se nourrit du fameux serpent venimeux, le crotal. Et il est immunisé contre le venin du crotal. Voilà. Donc ça, c'est une phase albinos. Ce serpent, en fait, essaye de reproduire les couleurs et les motifs du fameux serpent venimeux, le corail. Mais ça reste une couleuvre, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de crochet venimeux. Ce serpent est inoffensif. Le club champenois de terrariophilie a été créé cet été. C'est la première structure dans l'Aube. L'association veut d'abord rassembler les passionnés, une trentaine aujourd'hui, pour échanger des conseils. Mais elle souhaite aussi, à terme, recueillir dans de bonnes conditions les animaux égarés. Pouvoir faire, on va dire, un genre de SPA pour reptiles, pouvoir les accueillir, éventuellement les replacer. Et pour ça, il nous faudra un local pour pouvoir développer des installations, leur offrir des installations adéquates à leur survie, et ce qui nous permettrait, nous, en même temps, de pouvoir préparer nos adhérents au certificat de capacité. Ce certificat est donné à la suite d'une formation. Il prouve qu'un particulier est apte à posséder et élever certaines espèces de reptiles. Le président de l'association est pour l'instant le seul dans l'Aube à pouvoir s'occuper de Nala, ce python royal d'1,50 m. Ce serpent est soumis à une réglementation. Il fait partie de l'annexe 2 de la Convention de Washington. C'est-à-dire que le commerce international est surveillé. S'il n'était pas surveillé, ce qui pourrait conduire justement à la mise en danger de l'espèce. Avec David et sa famille, les bébés geckos sont entre de bonnes mains. L'association est toujours à la recherche d'un local pour installer sa part de zoo dans l'agglomération troyenne. Une idée de sortie au chaud pour refermer ce journal à la Maison du patrimoine de Saint-Julien-les-Villas. Depuis hier, la nouvelle exposition est consacrée à l'école au Moyen-Âge. Elle évoque la mise en place et l'évolution de l'éducation à la période médiévale au VIe siècle et à la fin du XVe siècle par le biais de 80 panneaux qui montrent l'évolution dans le domaine. On y apprend par exemple que les élèves, tous des garçons à l'époque, étaient libérés en juillet et août pour les récoltes, d'où les vacances d'été aujourd'hui. Marc Sebéran, vice-président du Grand Troyes en charge de la culture, pointe justement cet héritage méconnu. Il répond à Damien Ardois. On s'aperçoit que dans cette évocation qui est faite en différents panneaux, eh bien, qu'il y a des notions très modernes. Par exemple, la gratuité de l'école. Ce qu'on appelle les petites écoles, sont gratuites. La formation des maîtres, tous les maîtres doivent avoir une licence délivrée par l'université. Et puis en même temps, les rythmes scolaires, quand on regarde les vacances, au Moyen-Âge, on s'aperçoit que juillet et août sont les périodes de vacances. Bien sûr, il y a de grandes différences aussi, mais on s'aperçoit que également au Moyen-Âge, vous avez une série de problèmes, la violence à l'école, comment maintenir les enfants, quelles sont les règles entre les maîtres et les enfants, et finalement, tous les problèmes de l'éducation moderne sont déjà posés pendant cette période. L'école au Moyen-Âge, c'est à voir à la Maison du patrimoine à Saint-Julien-les-Villas jusqu'au 27 janvier, tous les jours sauf le samedi de 14h à 17h30. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour le reste de la semaine avec Cécile Rich. Demain dans le journal, la lutte contre les cambriolages dans l'Aube. Les forces de l'ordre en ont fait leur priorité du moment. Passez une excellente soirée. À demain.